Bonsoir, ce soir, Lunel Hebdo, nous sommes jeudi, je reçois Serge Marignan, auteur, écrivain. Bonsoir Serge. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce studio. La première question, quand on est écrivain, quel est le chemin qu'on parcourt et quel est le déclencheur? Il peut y en avoir plusieurs de chemins. Le mien, c'était la lecture. Dès mon plus jeune âge, 12-13 ans, je commençais à lire régulièrement, passionnément. Et puis, quand on aimait lire, en principe, on aimait écrire. Et puis plus tard, bien plus tard, quand on aime écrire, on aime être lu. Donc du coup, c'est un cheminement qui se fait naturellement. Mais ça, c'était dans les années 2000. Mais mes tout premiers écrits, j'avais 14-15 ans, c'était des nouvelles et des poésies. On commence toujours en principe par les poésies. C'était votre loisir? C'était mon passe-temps préféré. Ça venait juste après la lecture, oui. Alors j'habitais dans un petit village à côté de Clavissant. C'était un hameau. Il n'y avait pas grand monde. Et donc, comme j'étais un peu solitaire aussi, de nature, donc je me réfugiais dans la lecture et puis dans l'écriture. C'est-à-dire que vous êtes imprégné de tout ce que vous avez lu. À un moment donné, vous vous êtes dit... j'aimerais moi aussi raconter des histoires. C'est ça? C'est ça. Il y a eu un déclencheur spécifique? À quel âge c'est venu l'écriture? Le souvenir le plus loin que j'ai, c'est 12-13 ans. Je revenais de l'école, j'écrivais des dictées. Je refaisais des dictées pour faire mes ours, ou j'avais 10 ans peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, ça commençait par là. Après, ça a été 13-14 ans des poésies, mais le déclencheur principal, c'est l'envie quand on lit des histoires, on a envie aussi d'en raconter. Enfin, moi, c'était comme ça. C'est-à-dire que vous aviez envie de partager aussi? Parce que quand on écrit, c'est pour... Pas au départ. Non. Pas au départ. Non, au départ, j'ai envie de m'exprimer, j'avais envie de raconter. On écrit pour soi déjà. On n'écrit pas pour quelqu'un. Enfin, moi, je sais que j'écris pas pour quelqu'un. Et on est beaucoup comme ça. Et on écrit pour soi. Après, on essaye, bien évidemment, de faire partager ce que l'on a écrit au plus grand nombre. Mais c'est un acte, l'écriture est un acte solitaire, un acte égoïste un peu. J'allais vous poser la deuxième question, c'est pourquoi écrivez-vous? Pour exister, pour être moi-même. C'est un plaisir personnel. Et vous me disiez que vous ne teniez pas spécialement à être lu, sauf que à un moment donné, inévitablement, vous avez des lecteurs. Oui. Et après, c'est cette envie d'alimenter aussi la lecture pour les autres. Si vous voulez, c'était les premières années jusqu'à 18-20 ans. J'écrivais au lycée, je tenais un journal, j'ai commencé à écrire pas mal de nouvelles sur des thèmes bien précis, les voitures, les sports automobiles, c'était déjà mes premières passions, la musique, le cinéma, voilà. Et puis après, avec l'apparition d'Internet, bien longtemps après, j'ai tenu des blogs, il y a eu la mode des blogs, donc là je racontais mes histoires que j'écrivais auparavant sur les carnets, je les reproduisais sur Internet, et là j'ai vu que j'avais des personnes qui me lisaient, quoi. Oui. Alors il y avait des échanges qui sont faits, ça m'a donné l'idée de faire apparaître mon premier livre en 2008. D'accord. Alors maintenant que vous êtes un écrivain, vous êtes lu, est-ce que vous avez une organisation d'écriture? C'est-à-dire, est-ce que vous consacrez des moments précis dans la journée à écrire, ou est-ce que vous écrivez en fonction de l'inspiration ou du moment qui se présente? Alors, d'abord, je dirais, je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur. Je fais le distinguo. Alors ça, c'est bien pas par modestie. Pour nos téléspectateurs, c'est bien d'apporter la nuance. Oui, je tiens toujours à l'apporter parce qu'un écrivain, pour moi, c'est quelqu'une qui a consacré sa vie à l'écriture, qui a envie, qui laisse des livres de référence, qui a pratiquement fait tout ça toute sa vie. Un auteur, c'est quelqu'un qui peut écrire sur le tard. Donc moi, il se trouve que j'ai écrit depuis que j'étais gamin, mais j'ai fait autre chose. J'étais comptable de formation, j'ai fait mon métier des chiffres, alors que les lettres, c'était ma passion. Je suis arrivé à combiner les deux. Mais un écrivain, pour moi, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie, ou une grande part de sa vie, à l'écriture, ce qui n'est pas mon cas. Est-ce qu'on aborderait l'aspect professionnel? Oui. C'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'un écrivain, il se veut peut-être professionnel, puisque on peut dire que c'est un métier, on va dire que c'est une passion, mais il vit de ça. Enfin, il vit de ça.
Beaucoup vivent de ça, beaucoup ont du mal à en vivre, mais je fais plutôt le parallèle avec le temps qu'on y consacre. Voilà, moi j'ai consacré beaucoup de temps à l'écriture, mais comme vous posiez la question tout à l'heure, c'était par petits moments, de façon régulière, de façon constante, mais selon mes inspirations aussi. Oui, c'est ça, c'est l'auteur, voilà. Ça. C'est ça. Pour moi, oui, c'est la définition. C'est pas dévalorisant pour autant, enfin, je ne trouve pas. La passion est la même d'écriture, mais je pense qu'il y a une question d'honnêteté, de reconnaître un peu cette part de choses. Alors, ce qui veut dire que vous ne trouvez pas devant le fameux symptôme de la page blanche? Ah, si. Si? Oui, bien sûr. Parce que là, vous me disiez, mais j'écris quand j'ai envie. Donc, en principe, quand on a envie, on écrit. Oui, sauf que c'est pas un mécanisme qui s'auto-alimente comme ça. Donc... C'est ça que je voudrais bien arriver à cerner, c'est que comment peut-on avoir le problème de la page blanche quand on a envie d'écrire? Quand on a envie d'écrire, logiquement, c'est qu'on va écrire. Tout à fait. Et comment on peut se retrouver devant la page blanche? Alors, pour tout vous dire, moi quand j'écris, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est la marche. Je marche beaucoup, je fais des randonnées, et en marchant, je travaille mes histoires, mes personnages, ma trame. Et quand j'arrive chez moi, si ça me paraît intéressant, je le note. De toute façon, je note toujours quelque chose. Et puis j'écris. Mais quand on commence un roman, je prends l'exemple du premier, Viens, effectivement, j'ai le déclic pour l'écrire. Je l'ai fait en 2018, 2019. Il est paru en 2020. Effectivement, on a l'inspiration, on a l'envie d'écrire, on commence une trame. À un moment donné, il peut arriver qu'on ait quelques soucis d'inspiration. Bon, ça ne s'est pas passé pour Viens, ça s'est passé pour le deuxième. Mais bon, c'était jamais très grave, je savais à peu près où j'allais. Mais c'est pas parce qu'on a commencé un travail d'écriture qu'on le mène. Alors, le tout, c'est quand même une fois qu'on l'a commencé, il faut s'y tenir. L'écriture, c'est surtout la régularité, c'est surtout l'effort. Une, 2 pages par jour, enfin ça dépend le rythme de la personne. Moi j'écris par l'inspiration, mais une fois que j'ai démarré, je m'y tiens. Alors vous parliez du premier roman, c'est un roman? Oui. Bien, vous aviez déjà l'inspiration, vous connaissiez le sujet? C'est un sujet que vous aviez envie de traiter? Alors si vous voulez, il vient après toute une série de nouvelles que j'ai fait paraître en 2018, un livre qu'on ne trouve plus, qui s'appelait Sur la place de l'horloge, qui était un recueil de nouvelles et de poésie agrémenté un peu comme celui-ci de photos personnelles. Et donc jusqu'à maintenant j'écrivais des nouvelles plus ou moins longues, mais j'ai voulu m'essayer à l'exercice d'un récit long, un roman. Et pour commencer un roman, c'est pas l'envie qui me manquait, c'est aussi le déclic, l'idée, la trame principale. Et je me suis inspiré d'un fait personnel. Alors, je n'ai pas précisé que tous mes écrits, que ce soit les 3, même ceux d'avant, c'est souvent assez intimiste. Ce que je raconte, c'est pas autobiographique, mais quelque part, c'est inspiré de ma vie. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est un fait de mon adolescence qui m'a porté à... J'avais besoin, si vous voulez, d'avoir quelque chose à moi qui me porte un peu comme quelqu'un qui part en randonnée, qui a un petit truc alimentaire pour continuer sa route. Moi, j'avais besoin de quelque chose qui me tienne au cœur pour continuer ma trame pendant 200 pages. Et voilà, donc c'était assez intimiste, mais du coup, j'avais... Le sujet est porté par des personnages? Et le sujet, pour Viens, en tout et pour tout, il y a deux personnages principaux. Une jeune fille de 14 ans, un garçon de 17, c'est un coup de foudre qui se passe dans les années 70 dans un petit village du Gard, que je nomme pas volontairement, et que l'on va suivre pendant quelques années. Et on va retrouver les personnages dans les années 2015-2017, ils ont changé, ils ont 60 ans et quelques. Et la particularité de ce livre, et c'est curieux parce que j'ai pas commencé mon premier roman, je l'ai pas, enfin c'est curieux, je l'ai pas commencé comme un récit chronologique comme celui-ci. Je l'ai écrit sous la forme de deux journaux intimes qui dialoguent
à intervalles et qui sont tenus par le même narrateur, selon qu'il est adolescent quand il rencontre cette fille, selon qu'il est sexagénaire quand il revient à la retraite et qu'il retrouve cette personne qu'il n'avait plus revue. Et là, tout redémarre. Donc, si vous voulez, c'est c'est le roman d'une conquête amoureuse et d'une reconquête. L'intrigue, c'est savoir s'ils vont arriver à se retrouver ou pas. Voilà. Mais c'est assez intimiste, mais ce n'est pas non plus ma vie. Mais quelque part, ça n'est pas loin. Vous saviez où vous alliez ? Oui. Vous connaissiez la fin ? Ah oui. J'ai même commencé par la fin. Alors ça aussi, c'est curieux. Souvent, on entend ça. On entend que les auteurs ou écrivains, ils commencent par la fin. Parce qu'effectivement, il y a une finalité. Il faut arriver à un but. Voilà. Donc après, il faut retracer le chemin parcouru, revenir. C'est pour ça que je vous disais, je marche beaucoup. Avant d'écrire, j'ai la trame dans la tête. Je sais, je prends quelques notes par-ci par-là, mais j'ai déroulé mon récit déjà. Et je sais où je vais finir. Et là, à la fin, je la voyais très, très, très bien. Donc j'ai commencé par la figer, et après, à partir de là, après, j'ai pu écrire l'épilogue, le prologue, et ainsi de suite. Mais c'est vrai, j'ai commencé par la fin. Alors que celui-ci, le deuxième, non, je l'ai écrit de façon chronologique, avec une suite normale. Parce qu'en principe, quand on est à la fin, il faut argumenter. Il faut argumenter et se débrouiller de retomber sur ses pattes bien sûr. Tout à fait, oui. Alors c'est pour ça qu'on est quand même aussi, c'est une partie artistique. Quelque part, c'est un jeu d'équilibre. Après, ce qu'il faut, c'est faire confiance à ces personnages. Ouais. Et faire confiance à ces personnages et les laisser, leur laisser un petit peu, ne pas leur laisser la bride sur le cou, mais justement les laisser un petit peu vagabonder. Pas trop non plus pour qu'ils vous échappent, mais suffisamment pour qu'ils vous surprennent. Et quand vous avez des personnages qui vous surprennent, qui font un petit peu... C'est-à-dire qu'ils prennent un peu l'initiative parfois. L'initiative, oui, c'est ça. Tout à fait. Et il faut être vigilant pour... Il faut être vigilant pour essayer de recadrer, bien sûr, il ne faut pas trop s'éloigner de ce qu'on avait souhaité faire, mais il est bon de... Sinon, quand on lit, il me semble, et j'ai eu cette réflexion à la lecture de beaucoup de romans, quand on lit certains romans, on a l'impression que les personnages qui sont racontés par l'auteur ou l'autrice sont manipulés un peu comme des marionnettes. Donc ils obéissent un petit peu, on voit un petit peu où ils vont aller. La trame. Voilà, c'est ça. Et ce que je veux éviter, moi. Je veux éviter ça. Alors, je me suis pris exemple dans le deuxième roman, qui est Ironie la vie, d'un auteur ni moi, et pas n'importe lequel. On a fêté le 50e anniversaire du prix Goncourt, c'est Jean Carrière, avec l'Épervier de Maheu. Et c'est lui-même qui racontait, à un moment donné, il racontait que dans ses personnages, il était bon, effectivement, d'être surpris. Parce que si on n'était pas surpris par ces personnages, il y avait quelque chose qui était raté dans le roman. Est-ce que le deuxième ouvrage a pris appui sur le premier ? Est-ce que le premier vous a servi, éventuellement ? Pour peut-être rectifier, avoir un autre angle ? Non. Complètement différent ? Oui, alors là, il y a... Si vous voulez, dans les décors, oui et non. Là, il y a 28 personnages en tout et pour tout. Là où il y en a 2, là, il y en a 28. Bon, il y en a 4 principaux et 24 autres qui tournent autour. Mais il y en a des secondaires qui pourraient être même des principaux. Ils se déroulent à la fois dans le Gard, Calvisson, Sommières, ici, par le coin, Montpellier, mais aussi à Lyon et aussi en Haute-Corse. Les endroits où j'ai vécu pour travailler notamment. Et j'ai voulu rendre hommage à ces lieux que j'ai fréquentés, que j'ai aimés, à travers ce roman. Et donc c'est l'histoire, si vous voulez, vous connaissez peut-être le film sûrement de Truffaut, Jules et Jim. Oui. Eh bien c'est quelque part, non pas une adaptation bien entendu, mais ça s'y rapproche, c'est un Jules et Jim pour adolescents. C'est 2 garçons qui vont se rencontrer lors d'un concert. Bon, l'ironie, c'est que là aussi, ça commence par un concert, ça termine par un concert à Junas. C'est pas le même. Hein. C'est pas le même concert. Là, c'est Junas, là, c'est Antibes Jean Lépin, et c'est John D. Hooker en 69. 2 garçons qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas. Un habite Nîmes, l'autre habite à côté. Ils vont faire connaissance. Et l'ironie fait que celui qui habite Nîmes va déménager, va habiter chez le second, et va créer une histoire d'amitié très forte. Et quand ils vont rentrer en 4e, à Sommières, à côté d'ici, là où j'étais moi-même au Bahut, ils vont rencontrer une fille de leur âge, qui va s'initier à leur jeu, un garçon manqué, et là, il va y avoir une amitié forte à 3,
c'est pour ça que je vous parlais de Jules et Gilles, qui vont au fur et à mesure, au fil de leurs émois, de leurs émotions, devenir une histoire d'amour à trois. Enfin, chacun à son tour va être amoureux de cette fille, et on va suivre ça pendant quelques années. Et les autres personnages, alors, ils interviennent de quelle façon? Alors, les autres personnages, alors si vous voulez, je dis qu'il y en avait 4, donc le quatrième, alors là, c'est dans les années 70-76. Et on retrouve la deuxième partie en 2005. En 2005 arrive un quatrième personnage qui est la fille de l'un des trois, qui est la fille d'elle. Elle s'appelle Anne, et elle vient revisiter la vie des quadragénaires que sont devenus ces deux garçons à la recherche de sa propre identité. À la recherche de son père biologique, est-ce que c'est l'un des deux? Est-ce que c'est une tierce personne? Ça, c'est l'intrigue à la fin qui le dévoile. Et les autres personnages, je vous ai dit, le roman se situe en plusieurs endroits, dans le Gard, à Lyon, c'est-à-dire qu'ils rencontrent c'est leur famille, leurs amis, tous les personnages sont pas au même moment, au même endroit. Non, bien sûr, non. Mais ils sont diffusés, ils arrivent au fur et à mesure, un peu comme sur une pièce de théâtre, mais en tout et pour tout, il y en a 28. J'ai l'impression que vous aimez que ça se passe sur une longue durée, vos romans. Voilà, ma particularité, c'est ça, c'est la confrontation des temps, et les années 70 surtout, et les années 2000. Confrontation des temps, comment vont évoluer les personnages, déjà, comment ils traversent l'époque. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est raconter des histoires de rencontres, amoureuses ou pas, ou d'amitié, mais aussi écrire sur l'incommunicabilité entre les êtres, entre les hommes et les femmes. Et puis, comme j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup le cinéma, j'émaille mes récits d'extraits musicaux. Vous témoignez un peu la société au fur et à mesure que les aventures se déroulent, certainement, puisque vous dites, on évoque aussi différents problèmes qu'on peut rencontrer. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'essaye là, on voit apparaître Internet, Facebook, quand ils recherchent cette fille, donc je joue avec ça. Celui-ci, dans les années 70, je parle beaucoup de ce mouvement qui a touché le sud de la France, mais qui a touché aussi la Corse, la Bretagne, c'est le régionalisme. À travers la musique, à travers les romans, je fais intervenir ce mouvement-là. Je m'appuie sur j'ai besoin de m'appuyer sur des faits de société pour raconter, pour meubler mes histoires, et puis... Bien sûr. Et l'autre roman, donc, alors c'est le dernier. Alors celui-là, c'est pas un roman. Rock, c'est un recueil de poésie libre. Alors, je dis libre, j'appelle libre parce qu'elles ne sont dépourvues de ponctuation. Je l'ai fait volontairement, parce que c'est écrit sur 50 ans d'écriture, de 74 à 2024. On revient toujours aux mêmes périodes. J'ai daté le premier et le dernier, mais ceux du milieu ne sont pas datés, parce que c'était impossible à faire. Donc, il n'y a pas de ponctuation, parce que quand je les ai relus, quand j'ai fait un travail là, j'ai pas fait un travail d'écriture, j'ai fait un travail de classement, de classification, de recherche. Quand je les ai relus, j'ai pas retrouvé la respiration. La ponctuation, c'est la respiration d'une poésie. Et là, je l'ai pas retrouvé. Et au lieu de m'appuyer sur quelque chose que je ressentais pas, j'ai enlevé toute ponctuation de toutes mes poésies. De ce fait, elles apparaissent, je laisse le lecteur libre. Mettre ses points et envie. C'est ça? Voilà. Sa ponctuation. Tout à fait. Il respire à son rythme, il scande à son rythme. Parce que là, vous parliez de ponctuation. On n'a pas abordé le côté technique du roman, la création pure. Pas les idées, la mise en page. Ouais. C'est un travail laborieux aussi. Parce que vous relisez, vous changez. Est-ce que vous changez, par exemple? Ah oui. Est-ce que vous supprimez, vous dites non, ça va pas? Alors, ma particularité, c'est que j'ai toujours besoin de démarrer à travers du papier. Un crayon, un stylo, peu importe, et du papier. Pas de clavier? Au départ. Jusqu'à ce que je pense avoir tenir ma trame. Elle peut bouger, mais quand je vois que je peux démarrer, là, je démarre, je reprends, je tape, et parce que forcément, c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière que de gommer et de repartir, mais j'ai besoin du crayon et du papier pour faire démarrer mon histoire. Et après, une fois que je semble la tenir, je passe au... Et puis là, effectivement, la mise en page, mais aussi les travaux parce que dans celui-ci, il n'y a pas trop de recherches, c'est des recherches personnelles. Mais dans celui-là, j'évoque la Corse des années 20,
1920, pendant la guerre, à Marseille. Donc, j'évoque Lyon dans les années 80. Donc, j'ai besoin de faire, j'évoque Londres des années 60, 70. Donc, on a besoin sans arrêt de faire des recherches et de faire cadrer, de ne pas faire d'anachronisme, de vérifier que tout est bon. Vous ne pouvez pas vous baser que sur vos souvenirs, vos connaissances personnelles. Il y a un travail de documentation important, bien sûr, de recherche. Bien évidemment. Qui n'est pas de propos qui ne conviennent pas. Enfin, tout à fait. Moi, je pas d'anachronisme, on va dire. Pas d'anachronisme. Je ne suis pas historien, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas historien qu'on ne doit pas veiller à ce qu'on écrit ne soit pas exact. Il faut quand même un minimum d'exactitude. Après, on peut aussi mêler les faits, le faire exprès. Il y a des auteurs qui jouent à ça, et pourquoi pas faire apparaître des personnages qui n'existaient pas à cette époque et mélanger d'autres époques. Bon, je ne joue pas à ça, mais ça peut se faire. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est un travail important d'écriture et de relecture. Alors, ça, c'est très important, les relectures. C'est vous-même qui le faites ou je commence, puis après, c'est l'éditeur qui prend la main. Oui, pour avoir un œil extérieur, parce que souvent... on dit souvent qu'il faut 7 à 8 personnes pour lire un scénario, enfin un manuscrit ou un tapuscrit. Oui. Il faut 7 à 8 personnes pour essayer d'avoir aucune coquille. Bon, je suis loin d'avoir 7 à 8 personnes, mais il m'est arrivé de retrouver dans des livres, et on a dû les retirer. Après, ça s'est pu repasser. Il faut toujours veiller à ça. Ça veut dire que le lecteur, il ne supporte pas qu'il y ait une faute d'orthographe. Il peut supporter. Moi, ça m'arrive régulièrement, quand je lis des auteurs, qu'il y ait des fautes. Il y a des coquilles. Le tout, c'est qu'il n'y en ait pas une toutes les 2 pages. Voilà, il faut quand même un minimum de sérieux. Mais, Vous êtes impacté par l'intelligence artificielle ou pas du tout? L'intelligence artificielle... Comment vous abordez ce sujet? L'intelligence artificielle, elle existe depuis les années 60. Google, c'est déjà une partie de l'intelligence artificielle. Quand j'ai fait mes recherches pour la Corse ou pour j'ai rien inventé. Il y a certes les médiathèques et les bouquins, je m'en suis servi, mais on trouve pas tout. Donc on va sur Google, on tape. C'est déjà le départ de l'intelligence artificielle. Et puis après, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'écriture, moi, ça me paraît, si on est honnête, ça me paraît pas un frein. Ça me paraît au contraire. Ça vous arrive de... Pour le prochain roman, alors que j'ai mis en suspens parce que je vous expliquerai pourquoi. Je suis allé... Alors, j'invente la trame. La trame est à moi. La trame, elle est personnelle. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Et je balance quelques phrases et il est amusant de voir ce que l'on retient, ce qu'il en ressort. On le retient pas, mais l'intelligence artificielle, elle ne va pas vous écrire votre roman. Il faut pas. Par contre, elle va vous accélérer vos recherches. Les recherches sont un temps très, très, très important dans l'écriture d'un roman. On passe pratiquement autant de temps d'écriture que de recherche. Recherche et vérification, tout va ensemble. Et l'intelligence artificielle peut apparaître à ce moment-là, effectivement, comme un outil. Oui. Moi, elle ne me fait pas peur. À partir du moment, bien sûr, si on a un minimum d'honnêteté. Mais bon, sans aller chercher l'intelligence artificielle, il y a des auteurs qui font des plagiats. Oui. Ça m'est arrivé. Et donc, ça peut être une source d'inspiration, je pense, l'intelligence artificielle. Oui. Alors, ce qu'il en ressort, c'est parce que je posais aussi des questions à des photographes, des personnes expérimentées qui ont connu la photographie ou l'écriture il y a déjà quelques temps. Et ils ne sont pas hostiles à cette technologie contemporaine. Au contraire. Il ne faut pas. Le tout, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. De toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Elle existe depuis des décennies. Le tout, c'est de la maîtriser. Le tout, d'être honnête. Et quand on publie quelque chose, de dire qu'on s'est servi. Mais moi, je vous dis que je me servais de Google pour faire mes recherches. C'est pas Google qui m'écrivait mes textes, mais je me servais de lui en me revérifiant. Et c'était déjà l'intelligence artificielle. C'est un gain de temps. Eh bien, il faut le prendre comme ça. On ne peut pas se rendre sur les lieux du récit, je veux dire, qu'on aborde. Puis il faut vivre avec son époque. On passerait son temps à voyager. Il y en a qui le font, probablement, qui vont sur les lieux, justement, pour observer, comprendre un peu. Alors, c'est ce que j'ai fait un peu pour la Corse et pour Lyon. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il faut avoir peur de... C'est une nouvelle technologie, qui est déjà plus très nouvelle, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'on en parle, mais là, quand même, qui est allée très très vite. Il faut vivre avec et savoir exactement ce qu'on veut.
Très bien. Alors, pour en revenir à Rock, là, vous disiez que c'est un changement de style complètement, hein, donc c'est pas un roman. Alors, Rock, c'est un recueil. C'est un recueil qui se reporte à celui dont je vous citais tout à l'heure, qui s'appelait La place de l'horloge. Alors, ce sont des poésies, dont je ai parlé tout à l'heure, et des textes courts, très courts, d'une page, 2 pages, très intimes. Alors, c'est vous qui avez, vous avez choisi de changer, vous voulez plus de romans, enfin, c'est un livre de transition, on va dire. Oui. Voilà, je voulais plus, c'est pas que je veux pas faire de roman, j'ai un autre roman en perspective, mais je vais plus me retrouver dans des histoires d'enfance, d'adolescence, les années 70, les années 80, les années 2000. Je veux sortir de là, de l'intime, pour faire autre chose. Voilà, un autre. Donc, et celui-ci m'a servi, si vous voulez, donc je l'explique dans l'avant-propos, de livre de transition. Alors, pour passer au là, je vais vous proposer de faire une lecture. Oui. Et vous me disiez qu'il n'y avait pas de points ou de signes de ponctuation. Non. Alors, vous allez les mettre vous allez nous laisser les mettre nous-mêmes. Ben, comme vous voulez. Chacun fera son. À vous la parole. Alors, j'avais plutôt prévu de vous lire un texte court, mais bon, si c'est une... Parce que je suis curieux, justement, de voir comment on peut interpréter ce... D'accord. Ben, je vais vous lire une poésie qui s'appelle « Parle-moi ». Parle-moi de ta vie et de tes craintes à venir, de ta joie alléchée à l'idée que 2 yeux anonymes s'apprêtent à verser dans ton regard au relais un zeste d'arrogance et des larmes sucrées. Parle-moi de ce pays, de ces déserts d'amour, de ces monts enneigés que tes soupirs sans fin se plaisent à survoler avant l'instant blafard du blackout annoncé. Parle-moi de chez lui et de ses défis glorieux, de vos conquêtes du rêve en un monde incertain, où des mots bien lissés conjuguent d'ignorance ton avenir distrait. Parle-moi de chez nous, de nos promesses d'antan, des amours qui jamais ne flétrissent à l'usage du temps, mais qui se sont perdus, invoquant dans le vent l'inconstance d'aimer. Un petit côté nostalgique. Ah oui, la nostalgie est une bonne partenaire d'écriture. Donc la prochaine fois, vous écrirez, je ne sais pas, une histoire d'anticipation, ou vous inventerez une histoire avec des personnages qui n'existent pas. Je peux vous en dire 2 mots, si vous voulez. Allez-y. Parce que juste avant je voulais juste aborder, parce que j'avais commencé de travailler sur le roman dont je vais vous parler, là, mais il s'est trouvé que j'ai fait lire sur Béziers un metteur en scène que je connais, théâtre, Vien. Et on est en train de travailler dessus pour le réadapter. Et il va sortir en 2026, alors je ne sais pas à quelle époque, en pièce de théâtre. Parfait. Parce qu'il a trouvé que l'histoire s'y prêtait, les décors s'y prêtaient, le nombre de personnages s'y prêtaient. Et donc du coup, voilà. Donc c'est ce qui me fait mettre de côté l'écriture du prochain roman. Parce que là aussi, c'est un autre travail de réécrire les passages. Vous aurez votre mot à dire sur l'adaptation et la mise en scène. Oui, parce que on est en train de vous travaillez à plusieurs. À deux. Lui et moi. Et il préfère que ce soit moi qui réécrive, parce que bon, c'est très long, il faut quand même se tenir à 1h30 de spectacle. Et là, le livre fait 2h30, 3h, si on n'a pas. Mais il n'y a aucun intérêt de reproduire un livre sur scène. Donc il faut réécrire les passages, les adapter à la forme théâtrale. Moi, ça, c'est un exercice que vous n'aviez jamais fait. Ah non, tout à fait. Et qui est intéressant. C'est un peu frustrant parce qu'on est obligé. Vous n'avez pas l'impression que ça dénature un peu l'œuvre d'origine? Oui et non. Oui, parce que c'est un peu frustrant, parce qu'effectivement, on enlève des passages que l'on pense principaux. Non, parce que ça peut faire reconnaître justement le roman. Que la personne qui a assisté à la pièce peut, je le souhaite du moins, avoir envie de lire le roman. C'est l'éternel dilemme qu'il y a souvent, des spectateurs disent voilà, mais moi j'ai préféré le livre plutôt que le film. Parce que le film, c'est vrai qu'on passe sur des détails, on n'a pas le temps. Là c'est pareil, pour une pièce de théâtre c'est pareil, vous êtes obligé de vous tenir dans une trame bien précise, d'une durée bien précise, et donc là c'est pour ça que je vous dis c'est un peu frustrant, parce qu'on est obligé d'enlever des passages qui vous semblent très importants. Mais on a toujours la possibilité de penser que le spectateur va combler le manque en lisant le roman. C'est ça. Et donc pour le prochain, en quelques mots, parce que je l'ai peu élaboré, il va se passer. Alors je vous parlais de Truffaut tout à l'heure, c'est pas un hasard. Il va se passer sur
Sur les 5 premiers films enfin, c'est pas les 5 premiers films, c'est les 5 films qui consacrent à Antoine Doinel. Antoine Doinel, c'est Baiser volé, c'est les 400 coups déjà, pour commencer. Donc il y a 5 films qui sont consacrés à Antoine Doinel, qui est un personnage de fiction, interprété par Jean-Pierre Léaud, qui est le double pratiquement de Truffaut, qu'il avait trouvé, c'était son alter ego pratiquement. Et donc j'ai eu l'idée de raconter l'histoire d'une personne qui revenait qui était à la retraite, qui revenait à Nîmes, qui habitait à Nîmes. Et pourquoi Nîmes? Parce que c'est là que Truffaut a tourné son tout premier court-métrage en 1957. C'était avec l'actrice Ingénieuse de Malgoire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Bernadette Lafont. Et donc du coup, c'est une personne qui revient, qui était comptable de formation, qui revient chez lui, mais qui a un cinéphile accompli. Et ses dernières années de carrière, il a travaillé à la Cinémathèque de Paris, il a fait plusieurs endroits, il revient chez lui à Nîmes, et il se monte un petit ciné-club avec un collègue à lui. Et un jour, à force de regarder les films de Truffaut, notamment les 400 coups, il est appelé, il est happé par une des scènes, il se retrouve dans le livre. Dans le film. Enfin, dans le film. Dans le film. Il va y rester un certain temps, il va remonter les 5 films consacrés à Antoine Doinel. Bien sûr, sa famille ne comprend pas où il est passé, donc il y a une recherche, il est considéré comme... Et comme il a un petit-fils de 13-14 ans à qui il avait commencé il avait initié au cinéma, ça dure, ça se passe sur une période très courte, de 2 ans à peu près. Le petit-fils, un jour, en regardant les films de son grand-père, il retombe sur les 400 coups, et dans la même scène, il est happé par le nain, il se retrouve dans le film, et il comprend où son grand-père est passé. Et le but, pour lui, c'est d'aller le rechercher et le faire revenir à la réalité. Très original. Voilà, j'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est original, mais j'ai trouvé que c'était à la fois un peu nostalgique, mais différent totalement de ce que j'écrivais. Ah oui, voilà, vous changez d'orientation. Oui, tout à fait. Mais je suis quand même resté dans le cinéma. C'est ça, oui. Vous vouliez nous lire un petit extrait d'un texte? Oui, si vous voulez. Je vais vous lire ce qui s'appelle Rock. Oui. Parce que Rock, je n'ai pas expliqué le thème, mais pas pensé. Vous n'avez pas posé la question? Pourquoi Rock? Parce que, alors, c'est pas un livre de musique. Parce que je le sais pourquoi. C'est pour ça, mais dites-le. Je vous l'avais expliqué. Oui. Mais la meilleure façon de l'expliquer, c'est de lire le texte auquel le titre est emprunté. Rock. Enfant, je battais la mesure. Mes parents m'avaient inscrit alors à des cours de solfège qui laissèrent à la place, un certain temps après, à des cours de clarinette. Mais moi, capricieux en devenir, c'est le saxo qui me plaisait. Monsieur Paolino, professeur de musique émérite et méritant, paix à son âme et à ses gammes, avait décrété que je manquais de souffle. Comme je manquais également de pouvoir de conviction, je continuais en solitaire et durant de longues années à souffler dans mon instrument que je jugeais ingrat. Ado, et sous l'emprise soudaine et démoniaque de Woodstock et de l'air bleuté du temps qui s'offrait à moi, j'entrepris la découverte de la guitare électrique avant de succomber au roulement prometteur de la batterie. Je n'ai jamais fait bouger la moindre foule, sentimentale ou pas. Seules les mauvaises humeurs de mes voisins les plus immédiats osèrent quelque pas, agacés qu'ils étaient par les tempos de mon seul cru, souvent bâclés et répétitifs. Mais suffit-il d'être un pro du pipeau, même électrique, pour être rock? Être rock, cela commence un matin par un regard espiègle qui s'attarde un peu trop sur ce qui nous paraît déjà être une absurdité, et dont on est sûr qu'il s'en ira tôt ou tard, ce regard, défier l'air du temps présent et futur, sans souci du qu'en dira-t-on. Être rock, c'est aussi une part de naïveté inaltérable qui inlassablement, et par simple esprit de contradiction, continuera à se poser sur ces choses de la vie que l'on s'épuisera pourtant à vous décrire comme tellement importantes, pour ne point décrire primordiales. Être rock, c'est ce besoin impérieux, même enfant, d'être soi, et ce souci constant de tout oser sa vie durant afin de le rester. Être rock, enfin, c'est chasser du flou environnant le superflu pour ne privilégier que le fou qui sommeille en soi. Ouais, j'allais dire, c'est croire en ses rêves. C'est ça, c'est garder suffisamment de curiosité pour passer une vie tranquille. Et puis, donner place à ses priorités.
ce qu'on aime, Oui, bien sûr. garder le cap. Garder le cap, essayer d'être soi, essayer d'avoir ce regard curieux, la curiosité saine, hein, bien sûr, hein, pas une curiosité. Mais voilà, se poser suffisamment les bonnes questions. Vos ouvrages, on peut les trouver à quel endroit? On peut les trouver sur commande dans toutes les librairies, comme on peut les trouver sur commande sur les sites internet. Sur commande. Sur commande. Oui. D'accord. Après, il faut une dizaine de jours, même pas, pour les recevoir. Alors là, vous nous avez parlé de vos projets d'écriture. Vous avez des projets de participer à des salons, expositions, quelque chose qui se profile à l'avenir Oui, ben là j'ai 2 médiathèques sur l'Hérault, à Villeneuve-les-Béziers et à Puy-Salicon. Et puis dans le Gard, j'ai Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le salon, le 29 novembre. Et le 30 novembre, à côté, pas très loin, Saucines. Il y a un salon du livre qui est un petit peu connu, donc là, je suis là. Ça, c'est pour la fin de l'année, voilà. Très bien. Vous avez une actualité chargée, hein, c'est chronophage quand même. Hein. Ah oui, alors, ce qui fait la différence d'un auteur par rapport à un écrivain, c'est qu'un auteur, hélas, je dis hélas, parce que je rencontre souvent mes collègues qui sont le même discours que moi, est obligé de faire sa promotion tout seul. Parce que les maisons d'édition dans lesquelles on édite, je veux dire, se contentent de d'éditer. Bon, c'est déjà bien, mais ils ne font pas la promo. Ah oui. Et on n'a pas parlé de publication. J'imagine que ça aussi, c'est un peu compliqué, trouver l'éditeur qui va se charger de publier le livre. Oui. Au début, ça doit être compliqué. Au début, voilà. Puis après, les bon, 2 derniers, bon, c'est le même éditeur qui me l'a édité. Après, voilà, une fois, c'est une marque de confiance aussi. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui... Moi, je m'attache surtout à un éditeur, tant pis s'il fait moins la promo, mais qui soit vigilant dans la mise en page, dans les relectures, dans les suggestions, parce que c'est important aussi d'avoir un éditeur qui suggère des choses auxquelles on n'a pas pensé soi-même. Il ne vous impose pas une obligation de résultat. C'est justement la différence que vous disiez. Peut-être qu'un écrivain, il faut qu'il produise parce qu'il y a un éditeur qui a besoin de publier, alors que l'auteur... Chez Gallimard, sûrement, hein, mais là où je suis, non. Vous êtes de quelle maison d'édition? C'est Le Livre et la Plume, et celui-ci, c'était des auteurs et des livres. Très bien. Parfait. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion? Alors, comme on dit traditionnellement, vous adressez aux spectateurs, vous leur dites un petit mot, si peut-être les inviter à vous rencontrer. C'est possible, ça aussi. Mais pourquoi pas? Mais écoutez, si vous avez apprécié cette émission, je vous retrouve volontiers le 30 novembre au Salon du Livre de Saucines, le 29 à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et puis, pourquoi pas, ici, un de ces jours. Merci. Parfait. Merci Serge. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Pour nous, c'est terminé. On se retrouve jeudi, Lunel Hebdo, à la même heure. Bonne soirée.